Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un cœur rempli d'admiration et un esprit encore bouleversé par les paroles puissantes que nous avons entendues de la part du ministre indien des Affaires étrangères, le docteur S. Jaishankar à l'Assemblée générale. Son discours n'était pas simplement une allocution diplomatique, c'était un appel vibrant à la justice, un miroir tendu face aux échecs de l'ordre mondial actuel et surtout une véritable feuille de route montrant comment les nations du Sud global peuvent reprendre la place qui leur revient dans les affaires internationales. Lorsque le ministre Jaishankar a ouvert son discours par un namaskar au nom du peuple de Bharat, il a immédiatement posé quelque chose de profond, l'affirmation d'une identité authentique face à une nomenclature coloniale. Ce simple geste résonne puissamment pour nous en Afrique, car nous comprenons la force des noms, la force de l'identité et l'importance de refuser d'être défini par les autres. Bharat et non India, une civilisation qui affirme son véritable être. Voilà le type de confiance dont nous avons besoin dans tout le Sud global. Son évaluation des Nations Unies a été d'une honnêteté brutale et c'est précisément cette franchise que j'apprécie plus que toutes les politesses diplomatiques. Il a déclaré avec clarté un rapport objectif montrerait que l'ONU traverse une crise profonde. Quel souffle nouveau d'entendre une grande puissance reconnaître enfin ce que nous, les petites nations, savons depuis des décennies, cette institution censée être créée pour toute l'humanité est devenue un instrument servant à maintenir la domination d'une poignée de privilégiés. Lorsqu'il a parlé des deux conflits majeurs, l'Ukraine et le Moyen-Orient, et qu'il a souligné que d'innombrables autres foyers de crise ne font même pas la une des médias, j'ai ressenti une profonde reconnaissance. Combien de conflits avons-nous vécu en Afrique qui ne suscitent qu'une indifférence presque totale dans la conscience internationale? Combien de nos peuples ont souffert pendant que l'attention du monde se portait ailleurs? Les paroles de Jaishankar ont validé notre expérience d'être marginalisés dans le discours mondial. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est son courage d'aborder la question du terrorisme avec une telle franchise. Lorsqu'il a évoqué le fait que l'Inde a pour voisin un épicentre du terrorisme mondial, il a démontré le type de diplomatie directe dont nous avons cruellement besoin en Afrique. Depuis trop longtemps, on attend de nous que nous parlions par euphémisme, que nous contournions les vérités difficiles au nom de la courtoisie diplomatique. Jaishankar nous a montré qu'il est possible d'être à la fois diplomatique et sincère, respectueux, mais intransigeant sur les questions de principe. Ces paroles sur le terrorisme ont profondément résonné en nous qui faisons face à des défis similaires. Combattre le terrorisme est une priorité essentielle car il concentre la haine, la violence, l'intolérance et la peur. C'est exactement ce que nous affrontons au Sahel, ce que de nombreux pays africains doivent affronter chaque jour. Lorsqu'il a appelé à exercer une pression implacable sur tout l'écosystème du terrorisme, il a exprimé ce que nous attendions depuis longtemps d'une grande puissance, que le terrorisme ne peut pas être combattu à moitié ni en fonction de calculs politiques. La critique du ministre concernant la réponse à la pandémie a été tout aussi percutante. Nous avons vu la discrimination ouverte dans l'accès aux vaccins et dans les restrictions de voyage. Il a souligné un point sensible pour beaucoup d'entre nous qui avons vu de nos propres yeux comment l'Afrique a été traitée durant la crise du Covid. Comment nous avons été privés d'un accès égal aux vaccins? Comment nos populations ont été utilisées comme terrain d'essai pour des traitements? Comment des interdictions de voyager ont été imposées à nos pays alors que des mesures similaires n'étaient pas appliquées aux nations occidentales confrontées à des flambées comparables? Lorsque Jaishankar a parlé des sermons moralisateurs adressés aux pays privés de ressources après qu'on les ait laissés se débrouiller pour survivre, il a parfaitement saisi l'essence des attitudes néocoloniales qui persistent encore dans les relations internationales. Combien de fois avons-nous reçu des leçons de gouvernance alors même que l'on nous refusait les ressources nécessaires pour gouverner efficacement? Combien de fois avons-nous été critiqués pour nos réponses à des crises que nous n'avions pas créées, mais que nous avons été contraints de gérer avec un soutien insuffisant? Son analyse des défis économiques, du contrôle des technologies, de la manipulation des chaînes d'approvisionnement et des restrictions de connectivité a révélé une compréhension fine des formes modernes de domination. Ce n'est pas le colonialisme grossier du passé, mais un contrôle systémique subtil peut-être encore plus efficace. Lorsqu'il a souligné que chacune de ces réalités plaide pour davantage de coopération internationale et non l'inverse, tout en observant que nous avançons dans la direction opposée, il a mis en lumière l'un des grands paradoxes de notre époque. Mais ce que j'ai trouvé le plus inspirant, ce n'est pas seulement sa critique, c'est la vision alternative qu'il a formulée. Lorsqu'il a parlé des trois principes directeurs de l'Inde, Atmanirbhar, Atmaraksha et Atmavishwas, il a tracé une philosophie que chaque nation du Sud global devrait adopter. L'autonomie Atmanirbhar n'est pas de l'isolement mais une interdépendance intelligente.
Cela signifie développer nos propres capacités, cultiver nos propres talents et refuser d'être éternellement dépendants des autres pour nos besoins essentiels. En Afrique, nous avons d'immenses ressources, des esprits brillants et des cultures riches. Pourtant, nous continuons à exporter des matières premières et à importer des produits définis, à envoyer nos meilleurs étudiants à l'étranger et à nous étonner qu'ils ne reviennent pas à dépendre d'une reconnaissance extérieure pour mesurer notre valeur intérieure. L'autodéfense Atmaraksha va bien au-delà de la seule puissance militaire. Elle englobe la défense de nos intérêts, de nos valeurs et de notre souveraineté dans toutes ses dimensions. Pour nous, en Afrique, cela signifie défendre notre droit de choisir nos propres partenaires, d'exploiter nos propres ressources, pour notre propre bénéfice de nous gouverner selon nos propres valeurs et traditions, plutôt que selon des modèles imposés. La confiance en soi, Atma Vishwas, est peut-être l'élément le plus crucial. Comme l'a souligné Jaishankar, l'Inde se présente au monde comme la nation la plus peuplée, comme un état de civilisation et comme une grande économie en pleine croissance. L'Afrique aussi doit reconnaître ce qu'elle est, le continent à la population la plus jeune, le dépositaire des plus anciennes civilisations de l'humanité, la source des ressources qui alimentent le monde moderne. Nous devons aborder les relations internationales avec la confiance qui naît de la conscience de notre propre valeur. Le récit du ministre sur les contributions concrètes de l'Inde au développement mondial était particulièrement impressionnant. 600 grands projets de développement dans 78 pays. Voilà la coopération Sud-Sud dans ce qu'elle a de meilleur. C'est ainsi que nous construisons un ordre mondial différent, non pas par la domination, mais par le soutien mutuel, non pas par l'exploitation, mais par le développement partagé. Lorsqu'il a parlé de l'Inde comme d'un premier intervenant en temps de crise, apportant financement, nourriture, engrais et carburant à ses voisins dans le besoin, il décrivait le type de solidarité qui devrait caractériser les relations entre les nations du Sud global. Nous avons trop souvent tourné nos regards vers le Nord pour obtenir de l'aide, tout en négligeant les capacités et les ressources disponibles entre nous. Sa mention des casques bleus indiens servant dans plusieurs pays africains, la République démocratique du Congo, le Sahara occidental, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et la Somalie, nous a rappelé que l'Inde a été un véritable partenaire de l'Afrique, contribuant à notre paix et à notre stabilité, sans chercher à nous dominer ni à nous exploiter en retour. L'appel du ministre à une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier son insistance sur la nécessité de réparer l'injustice historique faite à l'Afrique, a résonné comme une véritable mélodie à nos oreilles. Depuis trop longtemps, l'Afrique a été traitée comme un objet des relations internationales plutôt que comme un acteur à part entière. Nous sommes le continent le plus touché par les décisions du Conseil de sécurité. Pourtant, nous n'avons aucune représentation permanente. Nous sommes le foyer de plus d'1 milliard d'êtres humains. Pourtant, nos voix sont marginalisées dans la gouvernance mondiale. Lorsque Jaishankar a affirmé qu'un conseil réformé devait être réellement représentatif et que l'Inde était prête à assumer de plus grandes responsabilités, il ne plaidait pas seulement pour l'adhésion permanente de son pays. Il plaidait pour une restructuration fondamentale du pouvoir mondial. L'inclusion de l'Inde représenterait la voix du Sud global d'une manière que les membres permanents actuels ne peuvent tout simplement pas incarner. Sa vision de l'intelligence artificielle était tout aussi tournée vers l'avenir. Plutôt que de la considérer comme une menace ou comme un outil de domination, il l'a présentée comme une opportunité de développement avec l'inclusion et l'impact comme maître mot. Voilà exactement le type de leadership dont nous avons besoin. Il ne s'agissait pas d'agiter la peur autour de la technologie, mais de réfléchir avec sérieux à la manière dont les nouveaux outils peuvent nous servir le développement humain. Ce qui m'a le plus impressionné dans ce discours, c'est son équilibre. Une critique accompagnée de solutions des problèmes identifiés avec en même temps des chemins pour avancer. Voilà ce qu'est un leadership mûr. Trop souvent, les discours dans les forums internationaux sont soit purement critiques, soit naïvement optimistes. Jaishankar a su être à la fois honnête sur les échecs actuels et porteur d'espoir pour les possibilités à venir. Sa conclusion a été particulièrement puissante. Des îlots de prospérité ne peuvent pas s'épanouir dans un océan de turbulences. Cette métaphore illustre parfaitement pourquoi le Sud global doit agir ensemble, pourquoi nos destins sont liés, pourquoi la réussite de l'Inde devrait inspirer et non intimider les autres nations en développement. Lorsqu'il a parlé du multilatéralisme réformé comme de l'évidence pour l'avenir, il exprimait ce que beaucoup d'entre nous croient depuis longtemps: la réponse à l'échec du multilatéralisme n'est pas le nationalisme ni l'isolement, mais un meilleur multilatéralisme, un multilatéralisme plus inclusif. Un multilatéralisme qui serve toute l'humanité et non seulement une poignée de privilégiés. Le discours du ministre représente une nouvelle forme de diplomatie pour une nouvelle ère. C'est une diplomatie qui refuse d'être sur la défensive ou dans l'excuse, qui affirme des droits tout en reconnaissant des responsabilités, qui critique le présent tout en construisant l'avenir. C'est le type de leadership diplomatique dont le Sud global a eu besoin depuis longtemps et qu'il a rarement reçu.
Pour nous en Afrique, le discours de Jai Shankar offre à la fois une source d'inspiration et une leçon à retenir. Il nous montre qu'il est possible d'être à la fois fier de notre héritage et engagé vers le progrès, à la fois critique face à l'injustice et constructif dans nos réponses, à la fois nationaliste dans notre confiance et internationaliste dans notre coopération. Ce discours démontre aussi l'importance de la confiance civilisationnelle. Lorsque Jai Shankar a parlé de Bharat comme d'un état de civilisation, il affirmait quelque chose que nous en Afrique devons aussi assumer, que notre valeur ne se mesure pas uniquement à nos indicateurs économiques actuels, ni à nos capacités militaires, mais aussi à nos histoires profondes, à nos cultures riches, à nos contributions à la civilisation humaine. L'Afrique aussi est un continent de civilisation. Nous sommes le berceau de l'humanité, le berceau de la philosophie, la source des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine et de tant d'autres domaines du savoir. Nous avons contribué à la civilisation mondiale depuis des millénaires et nous continuons à y contribuer aujourd'hui. Nous devons aborder les relations internationales avec cette confiance, avec cette conscience de notre propre valeur. L'insistance du ministre sur le Sud global n'était pas de la rhétorique, c'était la reconnaissance d'un basculement fondamental dans la politique mondiale. Les anciennes catégories de premier monde et de tiers monde s'effritent. Ce qui compte désormais, ce n'est pas de savoir si vous êtes aligné avec l'Est ou avec l'Ouest, mais si vous êtes engagé pour la justice, le développement et le respect mutuel. Dans cette nouvelle configuration, l'Inde et l'Afrique sont des partenaires naturels. Nous partageons des histoires de colonialisme et de lutte pour l'indépendance. Nous faisons face à des défis similaires de développement et de modernisation. Nous cherchons tous deux à préserver notre souveraineté tout en nous engageant de manière constructive avec le monde. Nous comprenons tous deux que notre force ne réside pas dans l'isolement, mais dans la solidarité avec les nations qui partagent les mêmes aspirations. Le discours de Jai Shankar a également été remarquable par ce qu'il n'a pas fait. Il ne s'est pas engagé dans la rhétorique de compétition entre grandes puissances qui domine tant de discours internationaux aujourd'hui. Il n'a pas présenté l'Inde comme cherchant à remplacer une hégémonie par une autre. Au contraire, il a présenté l'Inde comme cherchant à bâtir un ordre international plus équitable, plus juste, plus représentatif, un ordre dans lequel toutes les nations peuvent de prospérer. C'est exactement le type de leadership dont le monde a besoin aujourd'hui. Pas un leadership qui cherche la domination, mais un leadership qui cherche l'élévation. L'élévation de soi et l'élévation des autres. Pas un leadership qui accapare les opportunités, mais un leadership qui crée des opportunités pour tous. En écoutant le ministre Jai Shankar, je me suis rappelé les mots du grand leader panafricaniste Nkrumah. Nous ne faisons face ni à l'Est ni à l'Ouest. Nous faisons face à l'avenir. C'est précisément cet esprit que Jai Shankar a incarné. Ne pas regarder en arrière vers les vieilles divisions, ne pas se laisser enfermer dans les catégories des autres, mais regarder en avant vers de nouvelles possibilités, de nouveaux partenariats, de nouvelles formes de coopération. Le discours a également mis en lumière l'importance de l'action concrète aux côtés des positions de principe. La contribution de l'Inde à 600 projets de développement, son rôle de premier intervenant lors des crises, sa participation aux opérations de maintien de la paix. Tout cela ne sont pas de simples arguments de discours, mais des démonstrations concrètes d'un engagement envers le développement et la stabilité mondiaux. Cette combinaison de principes et de pratiques est ce qui rend le leadership de l'Inde crédible. Il est une chose de parler de la coopération Sud-Sud. Il en est une autre de la pratiquer réellement à grande échelle. L'Inde a montré qu'il est possible pour une nation en développement d'être à la fois bénéficiaire d'une aide au développement et fournisseur de celle-ci, à la fois élève et enseignant, à la fois bénéficiaire et contributeur. Pour l'Afrique, cet exemple est particulièrement pertinent. Nous devons aller au-delà de la vision de nous-mêmes uniquement comme des récepteurs d'aide ou comme de simples sources de matières premières. Nous devons devenir des acteurs actifs du développement mondial en apportant nos ressources, nos savoirs, nos capacités au bien commun, tout en veillant à bénéficier équitablement de la croissance et du progrès mondiaux. Le discours du ministre Jai Shankar nous a offert une véritable feuille de route pour cette transformation. Il nous a montré comment être confiant sans être arrogant, comment être critique sans être destructeur, comment être fier de notre héritage tout en restant engagé envers le progrès. Mais surtout, il nous a montré qu'un changement est possible. L'ordre international actuel n'est ni permanent, ni inévitable, ni immuable. Avec une vision, avec du courage, avec la solidarité entre nations partageant les mêmes aspirations, nous pouvons bâtir un système mondial plus juste, plus équitable, plus représentatif. La 9e décennie des Nations Unies, comme l'a souligné Jai Shankar, doit véritablement être celle du leadership et de l'espoir. Mais ce leadership ne viendra pas des mêmes puissances qui ont dominé les décennies passées.
Ce leadership viendra de nations comme l'Inde qui ont la vision de voir au-delà des limites actuelles, le courage de défier les injustices existantes et l'engagement de bâtir quelque chose de meilleur. L'Afrique doit faire partie de ce leadership. Nous ne pouvons pas rester de simples observateurs passifs de la transformation mondiale. Nous devons être des participants actifs, apportant notre propre vision, notre propre courage, notre propre engagement à la tâche de construire un ordre mondial plus juste. En conclusion, je veux dire que le discours du ministre Jai Shankar fut bien plus qu'une adresse diplomatique. C'était un appel à l'action, une invitation au partenariat, une vision de ce qui est possible. Il nous a montré qu'un autre monde est possible, que l'ordre actuel n'est pas le dernier mot, que les nations du Sud global peuvent façonner leur propre destin et contribuer au progrès mondial. Nous devons répondre à cet appel. Nous devons accepter cette invitation. Nous devons embrasser cette vision. L'avenir de nos peuples, l'avenir de notre continent, l'avenir de la justice mondiale dépend de notre réponse. Merci, monsieur le ministre Jai Shankar, de nous avoir montré la voie à suivre. Merci pour votre honnêteté, votre vision, votre leadership. Et merci de nous avoir rappelé que dans l'unité, dans la solidarité, dans l'engagement commun pour la justice, nous pouvons construire le monde que nos peuples méritent. Le temps du changement, c'est maintenant. Le leadership pour ce changement est déjà là. Avançons ensemble. Merci.